Bonjour. Ça va? Oui, très bien. T'as l'habitude? Oui. Ouais. Il faut le dire. C'est sympa d'ailleurs. Tu dis toujours oui? Non, je dis pas toujours. Enfin, je dis souvent oui, mais je suis débordée en fait, parce que je pense qu'il faut répondre oui parce que il faut échanger. Il faut, quand on a eu la chance que j'ai eue, il faut partager. Et après, il faut que je me calme parce qu'après, il faut que je dorme, quoi. Voilà. Bah, Donc, merci c'est en tout cas hyper de m'avoir simple. dit oui. Mercedes, j'aimerais bien, là on a 45 minutes d'échange. Ils vont poser également des super questions. J'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours avant BETC. D'où tu viens? Alors, tu es fille d'immigrés espagnols, tu arrives en France, 6 ans, tu parles pas la langue. C'est quoi la suite? Ah ben, je l'apprends. C'est hyper simple. Non, c'est... on parle de ça parce qu'en fait, on est toujours marqué par son immigration. Je pense que... Alors que je n'avais que 6 ans, que franchement, on pourrait se dire, mais c'est loin. Bien sûr, c'est loin, mais ça structure un être humain, l'immigration. D'abord, on part jamais volontairement de chez soi. Ça n'existe pas. Hein. Il n'y a pas des gens qui arrivent en disant « Ah, chic, je quitte chez moi ». Pour aller dans un pays que je ne connais pas. Après, moi, petite, je ne me rendais pas compte de ça, sauf que je voyais que pour mes parents, c'était quand même un effort. Et puis après, quand on rentre dans un pays qui est autre, il y a plusieurs choses qui se passent. Une première chose, c'est que vos parents commentent le pays, ce qui n'arrive pas lorsqu'on est né quelque part. Vous ne dites pas, c'est bizarre, dans ce pays, ils ne mangent pas de viande, ou ils mangent trop de viande, ou ils ne mangent pas de poisson. En fait, tu vis un truc qui t'apparaît comme normal. Alors mes parents, eux, ils s'étonnaient, quoi. Ils disaient, oh là là, la santé, c'est vachement bien dans ce pays. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. L'école, c'était, à l'époque, super bien. C'était gratuit. L'école publique était gratuite et c'était la meilleure. Des choses comme ça qui sont restées marquées dans ma mémoire parce qu'elles étaient commentées. Enfin, ma maman disait quand même, les Français, ils ont l'air toujours fatigués. Et ça, ça reste vrai. Tu veux dire qu'ils faisaient la gueule, les Français? Et ben, ça veut dire que c'est des gens qui sont gâtés et qui gueulent, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toutes les études qu'on fait, on a des résultats catastrophiques. On dirait qu'on ne mange pas du tout. Parfois, moi-même, à l'agence, j'ai l'air de rencontrer des malheureux sans arrêt. Il ne faut pas que j'exagère, quoi. Donc... je pense que c'est un pays qui a été gâté historiquement parce que c'est formidable d'être dans une démocratie sociale. Moi, je suis pour les démocraties sociales, donc le fait de ne pas laisser les gens dans la rue quand ils ont un problème de santé, tout ça, pour moi, ça compte énormément. Mais je trouve que c'est une chance. Oui, voilà. J'entends souvent dans ton discours quelque chose de l'ordre de la responsabilisation. Bah, bien sûr, en tout cas, déjà travailler, c'est une chance. Donc voilà, moi j'ai été élevée dans... Mon père il travaillait. Mais ta mère ne travaillait pas? Non, mais ça lui a manqué. Parce qu'elle travaillait, bien sûr qu'elle travaillait, parce qu'on n'appelle pas ça travail, s'embêter toute la journée à la maison, à nettoyer des trucs, mais moi je trouvais qu'en fait, mon père s'amusait, ma mère travaillait. Parce que mon père il s'habillait bien pour sortir, ma mère, ça l'embêtait un peu de refaire des repas tout le temps. J'avais une maman marrante, hein, elle grognait... ça lui plaisait pas tant que ça, quoi. C'était pas une mère au foyer classique. Ça lui plaisait pas tant que ça. Et moi, je me disais, ben, maman, elle aurait été mieux dehors, quoi, que dedans, sans arrêt. Donc, ça m'a orientée quand même, tout ça. Donc, ça compte quand on traverse des frontières. Et puis, deuxièmement, ce qui compte, c'est les obstacles. Hein, parce que là, les mamans d'aujourd'hui, elles ont peur pour leurs enfants, moi aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a peur qu'ils s'ennuient, on fait tout, etc. Mais en gros, moi, ils n'avaient pas peur comme ça, et je rencontrais des obstacles, et ces obstacles, ils aident à grandir. C'est-à-dire, premier obstacle, la langue. Français. La langue, la gentillesse des enfants. Quand ils voient une différence, ils ne sont pas sympas, les enfants. Ils sont conformistes. Donc, il fallait leur ressembler. Donc, en France, à l'époque, la France avait très mauvais goût. Les années 60, c'était terrible sur les enfants. Ils étaient habillés rigides. Hein, c'est pas pour rien que 68, ça a marché. C'est qu'il y avait une rigidité en France. Et bizarrement, en Espagne, non.
Mais les Français pensaient que les Espagnols étaient des retardés. Donc tout ça était un peu... Donc pour une petite fille, ça apprend la relativité, ça apprend l'énergie. J'ai beaucoup... ça aide, les obstacles. Moi, je ne pense pas qu'il faille élever tout le monde dans le coton, quoi. Donc finalement, pour moi, l'émigration, ça a été une chance qui m'a structurée. Quand j'ai vu qu'ils se moquaient de moi, je me suis tue. Hein, et puis 6 mois après, je parlais mieux qu'eux. Et puis voilà, l'affaire était réglée. Mais ce n'était pas une évidence. C'était une chose qui m'a fait grandir. C'est ça. C'est venu titiller ta fierté, donc tu as eu besoin bien sûr. Et j'entendais... je fais une réunion de femmes... c'était vendredi dernier. On entendait parler Bouchra Jarrar, qui est géniale, qui est une créatrice formidable. Elle racontait l'arrivée de son papa en France. En gros, il venait d'Algérie, alors on les classait. Les menuisiers là, les maçons là, les électriciens là. Et son père n'a jamais dit un mot contre la France, qu'il avait traité un peu comme un objet. Et on leur disait, qui veut aller dans le Nord, qui veut aller dans le truc, etc. Puis on les mettait à la construction, parce qu'on avait besoin, parce que la France n'a pas accueilli des millions d'immigrés pour le plaisir. Elle en avait besoin. En fait, l'immigration en France, c'est une histoire très ancienne qui vient du fait que les Français ne voulaient pas quitter la terre. Et donc la révolution industrielle s'est faite avec l'immigration. Donc en gros, on accueille les gens dont on a besoin. Ça, c'est humain et c'est partout dans le monde. Et donc il se trouve que la France a eu une structure d'accueil très importante parce qu'elle a eu grand besoin de ces gens qui sont venus bâtir la France. Mais elle racontait la fierté de son papa qui l'a promenée, elle était à Cannes, et lui montrait les maisons qu'il avait. Ah ça, j'ai fait l'Arche, et là, j'ai fait ça. Quelque chose de formidable, parce qu'en fait, c'est des Français qui ont choisi d'être Français. Ouais, j'ai pas envie de te raconter ma vie perso, mais moi, mon père, il a vécu ça depuis le Maroc. Et en fait, il a vécu cette même crime de lèse-narcissisme. Tu vois, genre, il s'en est pris plein la figure sur son accent marocain. Bien sûr. Et c'est venu le chercher à un endroit qui était, du coup, je vais prouver que je suis fort. Du coup, je vais devenir le meilleur. Donc toi, tu es devenue une super bonne élève à l'école. Moi, pour moi, l'éducation, c'était fondamental. C'est-à-dire, d'ailleurs, je pensais que, en gros, comme j'étais un peu émigrée, je pensais que le plus important dans la vie, c'était le français. Je trouvais que c'était la plus belle langue du monde. Et du coup, je ne voyais qu'un métier, c'est prof de français. C'est-à-dire, je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire d'autre dans la vie. Donc ça a été assez simple. Hein. J'ai fait prof de français, latin, grec, voilà. Et puis j'avais compris le système un peu élitiste français, c'est-à-dire que je choisissais que les trucs qui m'amenaient dans les collèges les meilleurs et tout. Et j'expliquais à ma mère, je disais non, je t'assure, faut faire grec. Et ma mère me disait, t'es sûre ? Oui, je te promets. Donc on avait un peu inversé à la maison. Tu étais déjà le commandant, en fait. J'avais compris. Je commandais que moi-même. Hein. Mais j'avais compris que l'éducation était un élément d'importance et que c'était dur. Par exemple, enfant, j'étais obsédée par... quand j'arrivais dans une classe, j'avais honte de mon prénom. Parce qu'il ricanait. La voiture et tout... Oh. Je passais des heures à expliquer que la voiture s'appelait du nom d'une fille et pas le contraire. Voilà, mais il fallait tout le temps se justifier. Et je rentrais, je disais à ma mère, mais tu veux pas me changer mon prénom ? Là, j'en ai pour des heures pour leur expliquer. Et alors moi, j'adorais, j'étais toute petite, alors j'adorais Martine à la plage, Martine va en vacances, et je voulais m'appeler Martine. Des trucs incroyables. Et ma mère, qui a des choses assez originales dans la tête, elle me disait pas du tout, faut assumer ce qu'on est. Et en fait, le fait d'assumer sa différence, c'est très libératoire. C'est-à-dire, on est de quelque part, on ne peut pas renier là où on est, quoi. Et je me souviens que j'ai rencontré une jeune femme ensuite dans mon travail qui s'appelait Mercedes. Et elle m'a expliqué qu'enfant, elle s'était fait appeler autrement. Et moi, je me disais, mais dis donc, elle ne mérite pas de s'appeler Mercedes maintenant.
Elle avait qu'à s'appeler Mercedes tout le temps. Parce qu'il faut assumer, quoi. Faut porter sa différence. Et Bouchra racontait la même chose. Évidemment, personne ne comprenait. Bouchra, c'est quoi? Et bon, elle a porté... Et quand elle a vu la première fois écrit son petit nom sur des vêtements, puisqu'elle fait des vêtements magnifiques, waouh, elle portait son nom, le nom de son père. Et ça, c'est un élément très important. Donc voilà, donc ça structure, ça crée un chemin, même si je n'y pensais pas. Pour moi, ça n'a pas été douloureux. Hein. Je ne me souviens pas, hein. Je me souviens juste qu'il fallait se battre. Tu n'as jamais été dans le pathos, dans la nostalgie, dans le larmoiement, enfin, c'est toujours on va de l'avant. Je n'ai jamais pensé que c'était mieux avant, mais je ne pense toujours pas. Ouais. C'est-à-dire, je n'ai pas le temps de penser que c'était mieux avant, quoi. Ouais, t'es plutôt du genre à foncer, quoi. J'aime bien faire. Je ne sais pas si je fonce, mais j'aime bien faire. Et je suis un peu agitée en termes d'activité. Donc, moi, quand j'ai un souci, et il m'arrive d'en avoir, et j'aime mieux faire quelque chose. Bon, t'es plutôt du genre littéraire. Qu'est-ce qui t'amène au milieu de la publicité? Parce que le monde est littéraire. Et que, en fait, les sciences humaines amènent partout. Il n'y a qu'à la fac qu'on ne comprend pas ça. On ne le dit pas, mais on a beaucoup plus besoin de littéraires que de matheux dans le monde. Ah ouais? Bah, en général, oui. Là, maintenant, avec le monde du numérique, de nouveau, les ingénieurs sont très importants. C'est deux mondes extraordinaires, hein. Non, mais on a besoin des sciences humaines. Les raisonnements ne sont pas du même ordre. C'est-à-dire... Parfois, moi je travaille en communication, donc la communication c'est de l'ordre des sciences humaines. Donc quand je parle à des polytechniciens, parfois je me dis, mais ils ne comprennent rien quand même. Et c'est pas qu'ils ne comprennent rien, c'est qu'il y a des modes de raisonnement différents qu'il faut savoir respecter. C'est passionnant, le monde des sciences c'est un monde passionnant, le monde des sciences humaines c'est un monde passionnant, et c'est un monde de rigueur. C'est-à-dire que parfois on me dit n'importe quoi, je me dis mais ça c'est pas de la pensée. C'est n'importe quoi. Hein, penser, c'est pas facile. Apprendre à penser, c'est pas facile. Donc en fait, moi, ce qui a été difficile, c'est que, en fait, c'était pas ouvert. Le monde n'est pas ouvert comme ça. Donc moi, quand j'ai fait prof de lettres, en fait, j'ai enseigné 1 an. C'est pas du tout ce qu'il me fallait, quoi. Parce que j'ai foutu le bordel dans le collège, le lycée. Je ne voulais pas enseigner comme ils voulaient que j'enseigne. Déjà, je voulais faire des comités pédagogiques avec les profs. Les autres profs se disaient « Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous embête ?» Mais je trouvais que cette façon de ne pas considérer les résultats, c'est-à-dire d'enseigner sans se préoccuper de qu'est-ce que retient un élève, comment il va s'en sortir, est-ce qu'il comprend quelque chose à ce que je suis en train de raconter, etc. Le fait de ne pas partager, dialoguer, des profs sur les enfants en se disant mais celui-là, il ne comprend pas ça, mais qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment on aide, un monde qui n'était pas très bienveillant. Bah c'est vrai que c'est toujours l'élève qui a tort. Bah oui, puis moi je suis une fille de résultats, donc j'ai appelé, j'étais toute jeune prof, donc j'ai appelé l'inspecteur. Il faudrait que vous veniez m'inspecter. Et donc... il appelait le directeur, enfin le proviseur, et il disait, il y a quand même une agitée là-dedans, hein, elle veut que je l'inspecte constamment. Moi, je voulais discuter, dialoguer. Et quand j'ai compris, alors il y a moi j'adore le mérite. Quand j'ai compris qu'on était tous payés pareil, que moi j'allais travailler pendant des heures et qu'à côté il y avait une personne assise qui avait l'air tranquille, j'aimais pas ça. J'ai jamais aimé ça. Donc, j'ai senti qu'il fallait que je fasse autre chose, mais je ne savais pas très bien quoi. Donc, le plus pur des hasards, pendant l'été, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai passé HEC. Je l'ai eu. Voilà. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 23 ans. Et en fait, je l'ai eu parce que j'avais cette formation formidable d'Hippocagne, de Cagne, où on se prend la tête dans tous les sens, où en Cagne, c'était horrible. Hein, mais tu te sens capable de tout, quoi. On vous note à partir... j'ai eu des notes plus basses que 0. Donc quand vous arrivez, que vous êtes habitué à être bon élève et que vous rentrez dans des classes où j'étais à -5 en latin, ils disaient « c'est bien ».
Oh là là. Bon, donc ça vous apprend l'humilité du travail, ça vous apprend beaucoup de choses. Donc après, j'ai fait HEC, et en sortant de HEC, évidemment, je ne savais toujours pas, parce que j'étais quand même encore très... en fait, de toute façon, le business, il faut connaître 3 chiffres, c'est facile, hein, il suffit d'être épicière. Hein. Et après, vous avez le vrai métier. C'est le métier qui vous permet de gagner des sous. Donc ce métier-là, il est quand même très profondément relié à la science humaine. Et donc, par le plus pur des hasards, j'ai fait un stage de com, de pub. J'ai raconté n'importe quoi quand ils m'ont pris, parce que je leur ai dit, moi, je veux faire de la sémiotique. Enfin, bon, j'étais dans mon truc. C'est ça, la sémiotique, c'est ça? Oui, je voulais analyser les signes. Enfin, j'étais ailleurs, quoi. Et ils m'ont dit, ah, oui, c'est gentil, oui, c'est super. Oui, elle est bien, la jeune fille. Voilà. Et puis, ils m'ont pris quand même en stage, quoi. Donc, et puis, ils m'ont dit, bah, tu sais, dans un premier temps, avant l'analyse des signes, on va te mettre au commerce. Alors, je dis, oh, ouais, bon, d'accord. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Donc, c'est toi qui vendais, c'est toi qui étais en frontal avec le Non, client? alors, en fait, commercial dans la pub, hein, c'est un très mauvais nom. Parce qu'en fait, ce que j'ai adoré, c'est que moi, je ne sais rien vendre. Je vends ce que je pense. Et je pense que les gens qui ne vendent pas, c'est un problème. Parce que ça prouve que tu n'es pas aligné. Si ce que tu fais, tu ne le vends pas, bah, faut faire autre chose. Hein. Donc, en gros, je me suis retrouvée dans un métier où on réfléchissait sans arrêt sur les gens. Donc ça, j'adorais ça. Proust m'a été hyper utile parce que c'était de la psychologie, de la sociologie, de l'histoire. Il y a toutes ces matières qui se synthétisent. Et puis ensuite, il fallait aboutir, apprendre à faire une stratégie. Donc ça, c'est du sens, de l'intuition, de la création. Et puis vous arrivez à l'écriture qui va permettre de porter cette stratégie. Donc ça, c'était aussi des écritures artistiques différentes, multiples, etc. Toujours avec une règle qui est l'art de persuader. Comment vous allez persuader les gens? Donc d'abord, pour les persuader, il faut beaucoup les connaître. Donc j'adorais. Et après, il faut, en fait, dans les métiers de la com comme le mien, c'est une activité de service. Donc on est fournisseur d'un client. Et en fait, j'aimais cette indépendance. Donc j'en faisais qu'à ma tête, honnêtement. Je disais au client, non, je ne suis pas d'accord. Mais j'aimais ce truc qui faisait que je n'étais pas dépendant d'eux. J'avais quand même ma liberté et j'ai essayé d'apporter quelque chose. Donc ce métier qui était abstrait, concret, qui était un métier de résultat, parce que vous dites, bon, je vais faire ça, je vais prendre ce chemin-là, je vais faire tout ça, puis à la fin, vous êtes totalement planté parce que personne ne bouge. J'adorais, parce que il y avait on était tout le temps challengé par tu veux dire personne n'achète en plus, quoi. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas plus de clients. Il faut transformer. C'est-à-dire, on mesure une image, on mesure des ventes. Au début, j'ai trouvé ça fascinant. Et puis, j'ai même réussi à faire baisser les ventes par la pub. Et donc, je me suis dit, waouh! Quand on se gourre, on se gourre. C'est un métier où, voilà, c'est l'acte de persuasion. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que de persuader l'autre, de voir comment on peut le persuader, comment on peut faire passer des idées. Voilà. Moi, je suis à l'aise avec... la communication, je pense que En fait, je pense que nous sommes des êtres de communication. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce qui m'émeut, c'est que les gens ne voient pas avec leurs yeux, ne sentent pas avec leur nez, sentent et ils voient avec leur tête. Donc, quand vous avez compris ça, vous vous dites, comment je les mets ils ont la gentillesse de bien vouloir acheter une bouteille d'eau. Qu'est-ce que je fais si la bouteille d'eau est intéressante? Parce que c'est pas... Les gens sont intelligents. Hein. Ils n'acceptent pas de faire n'importe quoi. Hein. Il faut que ça leur aille. Et ça, j'aimais bien cette idée-là. Et après, la communication, vous voyez bien qu'elle fait tout. Elle fait malheureusement toute la politique aujourd'hui. Les gens... la compréhension des gens, la compréhension... Parce qu'on est des êtres de communication, des êtres d'idées. On est avant tout ça. Quand tu dis tu dois comprendre l'autre, tu parles de l'autre, c'est les gens au sens large. C'est les gens, c'est l'utilisateur, le client. Voilà, tu parles pas du public. Tu parles pas du client, de ton client, de la marque. J'ai toujours oublié que j'avais un client. J'ai toujours pensé que j'avais un métier et qu'il fallait, si on me faisait intervenir,
c'est pour que j'ai un point de vue. En fait, il valait mieux être honnête et penser en termes de résultats réels d'une marque. Est-ce qu'elle allait être aimée? Est-ce qu'elle allait être appréciée? Et que mon rôle, c'était d'éclairer le client. Alors parfois, le client avait raison, on disait des tas de choses intéressantes, le client direct. Je pense que c'est tellement fin une idée, c'est tellement complexe qu'il faut être ouvert, quoi. De temps en temps, avec mes créatifs, je disais, je suis désolée, le client a raison, c'est l'intelligence qui dit, donc ouais, c'est tout, on s'en fout. On s'en fout d'où vient l'idée, mais il faut des analyses qui soient justes. Alors moi, j'adorais ça, comprendre pourquoi quelqu'un disait qu'en termes de beauté, ils aimaient bien l'idée d'ouverture, de voir des beautés différentes, et puis finalement, quand on leur mettait des beautés différentes, ils n'achetaient pas. Je me dis, c'est quoi ce truc? Pourquoi elles disent ça et elles font autre chose? Donc c'est passionnant, c'est tous les troubles du comportement, les paradoxes, l'humain, quoi. Alors on dit que McDo, venez comme vous êtes, c'est toi. Oui. Danone, tu as travaillé aussi. Oui. Et Vian les bébés. Alors Danone, c'est One Planet, One Health, One Planet, les bébés d'Evian. Ce qu'il fait à l'intérieur se fait à l'extérieur. Oui. Petit à petit, on devient moins petit. Air France, France usine d'hier, ou faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Voilà. Bon, ça c'est venu... Oh, ça c'est beaucoup de travail. Et puis ça vient... Le métier, c'est un métier d'équipe aussi. À un moment donné, c'est un... Je pense que si mon agence est forte, c'est qu'on on s'en fout d'où ça vient. C'est-à-dire on a instauré une importance du résultat plus qu'une importance de c'est moi qui l'ai fait, quoi. Oui, bien sûr, ça prend du temps. Ouais. Donc là, on a un peu sauté des étapes. Tu as eu, du coup... Du coup, c'était assez simple. Après, à HEC, où j'ai appris des techniques qui ne me servent pas tellement, je m'en fous. Mais enfin, ils étaient tous contents que j'ai fait HEC, donc ils avaient l'air de trouver ça très émouvant, une littéraire classique, latin, grec qui a fait HEC, donc c'était sympa. HEC, ça a un avantage, c'est qu'il y a une signature qui disait auparavant « apprendre à oser ». Et en fait, c'est comme c'est calqué sur l'enseignement américain. Donc je me suis ennuyée à mourir. Mais il y a un truc que ça apporte, c'est que les gens croient que tu peux faire quelque chose. Alors qu'en sciences humaines, tu te désespères parfois. Tu te dis... c'est comme si le monde était bloqué parfois. Moi, je me souviens, les filles qui rataient le concours, elles disaient je ne peux plus rien faire dans la vie. Il ne faut pas que j'exagère non plus. Voilà. C'était violent. Et souvent, d'ailleurs, le monde de la fac est comme ça aujourd'hui, de l'université. On ne dit pas aux gens qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Ah, vous avez fait lettres. Et voilà, c'est pour ça que moi j'ai fait HEC, parce que quand j'arrivais avec mes lettres, vous voulez faire quoi ça avait l'air bouché. En fait, c'est hyper ouvert. Et la vérité, c'est que c'est très ouvert. Ce qui me sert le plus aujourd'hui, ce sont bien l'analyse, la rigueur que m'avaient apporté les dissertations, la réflexion, etc. Donc quand j'ai eu fini HEC, j'ai fait ce stage et je m'en suis jamais sortie. Parce qu'à la fin du stage, je me suis fait convoquer par le président de l'agence qui m'a dit « Ah non, mais je devais finir mes études, moi, HEC, donc je vais rentrer. » Il m'a dit « Ah, c'est pas possible, le client croit que tu es là. » Je lui ai dit « Oui, mais moi, je vais finir mes études. »« Ah, mais il faut que tu te débrouilles. » Donc, je faisais le soir l'agence, la journée HEC, et ça m'a embarqué. Et en fait... Un des trucs les plus faciles, la chance que j'ai eue la plus grande, c'est de trouver mon métier. Trouver ta voie. Parce que c'est pas du tout évident. Comment je suis tombée là-dedans, quoi. C'était pas du tout écrit. Et je trouve ça toujours, quand j'ai des jeunes et tout, je me dis, en fait, il faut aller dans les endroits où on réussit. On n'est pas fait pour rater les trucs. Donc je vois parfois des malheureux, là, ils souffrent dans la pub, c'est dur la stratégie, mais je leur dis, mais vous n'allez pas vous emmerder, quoi. Vous n'allez pas rester là à vous faire dire des trucs désagréables. Vous avez sûrement des trucs géniaux. Il faut appuyer sur les forces.
Oui, mais moi, ça, pourquoi Mercedes? Parce que tu prends les valeurs extérieures qui ont été saluées par les autres comme étant tes valeurs propres. C'est souvent comme ça qu'il y a un... Non, mais pas toi, mais je veux dire qu'il y a un mismatch comme ça. Non, mais parce que les gens, par exemple, on a les gens qui veulent faire à tout prix de la stratégie parce qu'ils pensent que la stratégie, c'est super valorisant. Mais c'est valorisant si tu y es à l'aise. Hein. Sinon, la vie pratique, l'organisation et tout, c'est bien. Je dis toujours aux gens, mais arrêtez de les écouter, là. Ce qui compte, c'est si vous savez coudre, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne sais pas coudre. Donc, il y a une ligne de valeur, et ça, j'aime pas ça tellement. Oui, c'est ça, je t'ai entendu souvent dire, bon, vraiment, moi, j'y crois, il n'y a pas de saut métier. Non, mais pour moi, d'abord, il y a une chose, c'est que comme j'ai beaucoup vu ma mère, et comme j'ai une idée, je suis très concrète et pragmatique, et je suis organisée à la maison, je trouvais que c'était sympa de quitter la maison, d'arrêter de faire le ménage et tout, c'était génial. Puis après, de pouvoir se payer des gens qui vous aident, je trouvais ça génial. Et j'ai toujours énormément respecté cette réalité-là. Et à l'agence, je dis souvent, arrêtez, les dames là-bas qui viennent de nettoyer, elles ne sont pas invisibles quand même, elles viennent de nettoyer. Donc d'abord, vous êtes sympa, vous nettoyez avant elles, ce que je fais toujours chez moi, parce que c'est un signe de respect. Mais moi, j'adore les maçons, j'adore mes jardiniers. Je suis entourée, à la maison, je suis entourée des gens qui m'aident à faire ma maison. Donc, heureusement qu'il y a une considération. Donc, il y a une palette de choses qu'on peut faire et il y a des choses pour lesquelles... et moi, ma chance, c'est que qui aurait pu me dire, mais personne... que j'allais tomber sur un métier de la persuasion, que j'allais adorer ça, que j'allais pouvoir appliquer Proust dans la pub. C'était hallucinant, quoi. Donc ça, c'est une chance. Et que je voyais les gens fatigués dans la pub, et moi, j'étais fraîche comme une rose parce que le métier m'allait bien. Mmh. Et donc, vous ne sentez pas la fatigue quand les choses vous vont bien. Et tu avais plusieurs années, du coup, en agence avant de créer... j'ai fait 14 ans dans ma première... Oh, je suis archi simple, hein. C'est-à-dire que je trouvais ça passionnant, je ne me prenais pas la tête, je n'ai pas tellement géré ma carrière. Est-ce que tu as eu la sensation de gravir les échelons malgré tout? Je gravissais les échelons tout le temps. Voilà. Mais je ne les avais pas préparés. Il y a une seule chose que j'ai fait pour ranger ma carrière, c'est que quand je voyais qu'on me traitait différemment d'un garçon ou de quelqu'un, je réagissais. Il y a des moments où je réagissais. Je disais, non, c'est quoi cette histoire? Mais à part ça, je me disais pas, l'étape suivante, ça va être génial. Je voulais, de toute façon, j'étais trop entière pour ça. Je voulais que, dès le début, ce soit génial. J'aurais eu horreur de faire un métier en me disant, l'objectif, c'est de devenir patronne parce que ça va être formidable et tout. Moi, j'aimais bien... Puis alors, quand j'étais assistante, chef de pub, j'adorais parce que de toute façon, ils me laissaient tout faire. Donc, il y a plein de gens qui vous laissent... En fait, je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui veulent assumer plein de responsabilités. Bien sûr. Moi, je pense que j'étais folle là-dessus. Ouais. C'est-à-dire, je croyais que j'étais responsable de tout. Ouais. Donc, dès qu'il y avait un problème... je ne sais pas, chez les secrétaires, je disais, il faut que je règle le problème du secrétariat. Et là, même le patron était un peu étonné. Il se disait, mais qu'est-ce qu'elle veut régler maintenant? Parce que je croyais que c'était important de... Et en fait, j'ai grandi parce que... ça, je suis comme ça. Non, c'est un peu fatigant, d'ailleurs. Hein. À terme, je crois toujours... Mais du coup, on sait qu'on peut compter sur toi. Ah oui, mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Ah non, c'est fatigant. Enfin, moi, si je veux pas. Enfin, chacun est comme il est, mais en tout cas, ce que moi j'ai noté, c'est que à l'époque, et en étant au bon endroit, ce qui n'est pas toujours évident, eh bien, c'est venu parce que j'avais un sens très lourd des responsabilités qui venaient peut-être de mon statut d'aîné ou je ne sais pas trop quoi, mais je croyais que... Jamais je disais, d'ailleurs je n'entends jamais les gens qui disent, parce que j'ai les oreilles assez sélectives. Ce que j'allais te poser comme question. Ouais, ça ne m'intéresse pas quand on critique, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Alors après, il y a un côté un peu bête, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, j'aime tellement avancer que,
on va pas raconter tous les problèmes qui empêchent l'avancement, quoi. Oui, j'avance. Ok, mais moi je pensais plus à des critiques. T'as jamais entendu de critiques à ton sujet, à ton propos? Alors, ça fait quoi ça? Bah, des critiques. Non, mais des critiques. Je te laisse boire si tu veux. Des hein, critiques. Je sais pas ce que. Des critiques. Non, mais c'est toujours désagréable quand on a un fort caractère d'entendre. Non, parce que. En fait, moi, je fais un métier. D'abord, j'aime vraiment les gens qui m'entourent. Donc, en règle générale, c'est sympa, mon truc. Hein. Donc, non, oui, la fille de la CFDT, elle me dit toujours que c'est hyper dur et tout, mais en même temps, c'est ma copine. Donc, bon, bah, je dis OK, on va essayer que ce soit... faut venir visiter l'agence pour voir à quel point c'est dur, quoi. On a fait la cantine la plus bio du monde, on sert tout le monde à table, on a un gymnase, on a un jardin, on fait les légumes ensemble. Bon, moi, les 1200 personnes 1200 personnes, oui. Et donc, on fait plein... En tout cas, on a voulu que ce soit agréable, parce que plus c'est agréable, mieux on est, mieux on est. Et donc, c'est bien. Et donc, j'entends... Et après, je fais un métier dur, hein, c'est-à-dire que je perds. Hein. Je peux gagner, mais je peux perdre. Et puis, on peut m'aimer ou pas m'aimer. Après... L'enjeu, c'est pas qu'on m'aime ou pas, quoi. L'enjeu, c'est je fais mon métier. Donc, parfois, quand je dis des choses, je crois que je me suis jamais freinée dans ce que je pensais. Donc, pas beaucoup, en tout cas. D'ailleurs, mes équipes, de toute façon, ne m'emmènent pas partout, hein, parce qu'elles se disent « Oh là là, elle va raconter que ça lui plaît pas, je sais pas trop quoi, on est mal barré avec le client ». Je peux pas. En général, je préfère dire. Je vois pas pourquoi on n'a pas le droit de dire. Donc, je pense qu'il faut rester authentique parce que vous savez, quand vous êtes en agence, que vous avez la pression et qu'ils vous disent qu'il faut aller par là et que vous voyez bien que non, etc. Et toujours, moi, je suis pas au service du client. Je suis au service d'un projet qui est une marque. J'ai une vision de la façon dont on doit parler avec le public, avec respect. Et donc, on ne peut pas me forcer à faire tout, quoi. J'y arrive pas, quoi. Et après, j'arrive pas à pas dire ce que je crois être la vérité. Après, c'est peut-être pas la vérité. Et je dis aux clients, après, vous pouvez m'imposer, si vous voulez, vous me dites, je veux pas t'entendre, je veux aller dans cette voie. Au moins, vous avez une conviction. Moi, je peux me dire que j'ai peut-être pas raison, que votre conviction est intéressante. Mais ne me faites pas dire n'importe quoi, quoi. Enfin, dans ce monde-là, ce qui est assez passionnant, c'est que c'est le monde. En fait, quand vous avez des clients comme ça, moi, j'ai le monde devant moi. C'est derrière, par exemple, en règle générale, nouveau patron, nouvelle com. Ouais, tout change. Aucun intérêt. Pourquoi Parce que quand ils arrivent, ils aiment bien laisser leurs traces. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Voilà, on est en train de travailler sur une marque, on peut dire, ah ben là, il est arrivé, etc. C'est comme les présidents. Ouais. Et moi, j'ai un souvenir sur Air France, il y a un certain temps, nouveau président, et il m'explique que la campagne d'avant, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, c'était pas bien. Moi, j'ai les résultats. Hein. Et je dis non, oui, mais vous la trouvez bien, on ne va pas s'entendre. Ben, je lui dis, ben non, dites-moi ce que moi je peux changer. Mais vous ne me faites pas dire qu'elle n'est pas bien. J'y arriverai pas. Donc, c'est comme vous voulez, mais j'y arriverai pas. C'était quoi ta vision quand tu fondes BETC? Qu'est-ce que tu voulais faire avec c'était BETC? très clair, c'était très clair. Comme je suis immigrée, j'ai toujours fait des trucs très français. Parce que je pense que dans les migrations, il reste l'idée... la France, c'est un pays avec une notion un peu étonnante qui est l'intégration. Si tu vas aux États-Unis, ils sont communautaires. En Angleterre, ils sont communautaires. Et donc, ils se tiennent les coudes entre communautés. Quand tu arrives en France, on ne te dit pas ça, on te dit il faut devenir français. Intègre-toi. Intègre-toi. Honnêtement, moi, j'ai adoré ça. Parce que j'ai adoré... Pour moi, l'intégration, ça n'a pas voulu dire renoncer... Moi, je suis catalane. Alors, avant que je renonce à être catalane, ça va être dur. Donc, je reste catalane. Mais j'aimais bien l'idée de participer à un grand tout
où on regardait pas, où l'enjeu c'était de partager quand même, et de pas, je voulais pas être avec une bande de Catalans, ni une bande, voilà, je trouvais que c'était intéressant. Et pour ça, dans cette idée-là, pour moi, ça a été très important, cette intégration, et ce que je devais à la France. Et donc, je suis plus française que n'importe quelle Française, c'est-à-dire que je suis devenue prof de français, déjà. C'était mon obsession, le français. Quand je suis rentrée dans la pub, au bout de 14 ans chez Saatchi, je me suis dit, mais ils m'embêtent ces Anglais, là. Ils m'embêtent. Chaque fois que je gagne un budget, ils le mettent à Londres. Moi, je suis là, pas pour mettre le budget à Londres, je suis là pour les mettre à Paris. Il y avait un style de management anglo-saxon aussi? Non, parce que j'avais... j'ai toujours, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis toujours sentie libre. La seule chose, c'est que je n'aimais pas cette considération anglo-saxonne sur le monde, c'est-à-dire même les clients français qui disaient « vous me mettrez une équipe internationale ». Ça consistait « vous me mettrez des Anglais ou des Américains ». Ça m'énervait au plus haut point. Je me disais « mais tout le monde peut avoir une vision du monde ». Et d'ailleurs, pas plus Paris que Barcelone ou Berlin, je m'en fous. Mais en tout cas, j'étais suffisamment rebelle pour dire, moi, je suis à Paris. Donc, si ça ne dérange pas les gens, je voudrais qu'à partir de Paris, on puisse construire aussi une autre vision du monde. Et d'ailleurs, il y a une vision française du monde que je pense qu'on a apportée sans le savoir. Et les gens nous disent toujours, mais vous avez une écriture dans les films, dans ce que vous montrez, etc. On reconnaît BETC, et je pense qu'il y a une patte française de notre culture, mais ce n'est pas parce que c'est notre culture qu'elle n'est pas mondiale. Et moi je respecte beaucoup les Américains, mais ils ne sont pas plus mondiaux dans leur vision du monde que moi. Surtout que nous, on est tellement petits, la France est petite, il faut absolument s'ouvrir si on veut grandir. Donc mon obsession, c'était de me dire, bon, ça suffit, je ne vais pas... gagner tous les budgets pour les mettre à Londres, je vais essayer d'inventer une agence française d'envergure internationale et je veux que ce soit la meilleure. Et puis voilà, tout le monde a des rêves, donc moi je dis ce sera la meilleure, voilà. Mais je n'avais pas rêvé cette taille-là. Comment t'expliques le fait que ce soit devenu, en tout cas en Europe, potentiellement la meilleure? Je pense que les règles étaient simples, c'est-à-dire... les règles étaient, d'abord, on aimait le métier. Il y a beaucoup de cynisme dans ce métier. Donc, nous, quand on dit j'aime la com, c'est j'aime la com. Sinon, je ferai autre chose. Voilà. Donc, je ne fais pas ça. Je suis contente de gagner de l'argent, mais je ne fais pas ça. J'aurais fait avocate et tout si j'avais pensé que la com, ce n'était pas un métier intéressant et qui fait du bien. Donc, moi, je pense ça. Donc, quand vous pensez ça, vous le transmettez. Donc, les gens chez BETC sont très engagés. La deuxième chose, c'est que je pensais que c'était difficile de persuader les gens. Donc, je pensais qu'il fallait travailler profondément, bien connaître les gens. Je ne pensais pas que c'était un gag, on pouvait faire n'importe quoi, etc. Donc, du coup, j'ai monté des structures de connaissance des gens, de compréhension du monde et tout, absolument passionnantes. Mais non seulement elles ont passionné moi, mais elles nous ont aidés, finalement, à penser la com. 3, comme on pensait que c'était difficile et on pensait que c'était... Il n'y a pas de machine dans la com, il n'y a que des gens. Et donc l'enjeu, c'était d'avoir le plus de talent possible. Donc on n'a jamais eu peur de partager le talent, parce que c'est fatigant de partager le talent. Vous engagez des gens, en gros, vous vous dites, ils sont à mon niveau, quoi. Et donc, moi, les matins, j'arrivais, quand j'avais engagé des gens, je me disais, bon, t'es au-dessus, mais va falloir apporter quelque chose si tu veux être au-dessus, parce qu'ils ont l'air tellement brillants. Et ça ne m'a jamais fait peur, je m'en fous, être au-dessus ou en dessous, etc. Ce qui comptait, c'était le nombre de talents. Donc ça a créé une culture. Chez BETC, il y a des gens qui s'en vont parce qu'il y a trop de talent. Donc, si vous n'êtes pas bien dans votre talent, si vous voulez des signes de richesse extérieure, il n'y en a pas. Donc, ils n'ont pas de bureau, il n'y a pas de bureau plus grand. On va écouter à tous les niveaux, on va chercher l'idée. Donc,
c'est compliqué. Et souvent, les gens me disent oh, on a rencontré des gens formidables. Et ça, le nombre de... En fait, il n'y a pas de mystère. Le nombre de talents au mètre carré, il est super important. Après, c'est une agence qui discute. On se disputait, moi, avec mon associé, on se disputait tout le temps. Parce que lui, il pensait que son image créative, elle ne devait pas tenir compte de mes problématiques stratégiques. Et que moi, je disais, mais il n'en est même pas question. Et ça construit une ligne, ça construit... Quand des gens discutent pour arriver à des choses, on a plus de talent. Et puis, on n'avait pas peur des clients directs. C'est-à-dire, on voulait des belles marques et tout, mais on pensait qu'on avait une définition du métier. Donc, on avait quand même un orgueil, quoi. On était un fournisseur orgueilleux. Donc ça a aidé. Et puis enfin, on avait une vision de ce que devait être la com, de ne pas tirer par le bas les gens. Alors, on a fait des conneries, hein, comme tout le monde, mais en règle générale, on supporte assez peu... quand, par exemple, avec nos clients, « Ah, mais ils ne vont pas comprendre. » Bon, bah, écoutez, vous savez quoi, on va tester, on va voir s'ils comprennent ou pas. Et les gens sont plus intelligents qu'on imagine. Donc, il faut être plus respectueux. L'intelligence, elle peut toucher tout le monde. On n'a pas besoin d'expliquer pendant des heures qu'avec les bébés, l'eau, elle est pure. C'est pas la peine de faire un cours. Il faut trouver des actes. Il faut... tirer les gens pour que ce soit intéressant. C'est pas facile. Voilà. Et je pense que tout ça aggloméré, avec beaucoup de travail, nous a jamais des talents, mais pas d'arrogance. Hein, on reste une agence humble. Hein, c'est-à-dire trouver... quand le client me dit, alors, ça, je lui dis, bah, écoutez, faut qu'on trouve. Donc, c'est pas la peine de m'engueuler, c'est pas la peine de s'énerver. Ou alors, vous avez peut-être trouvé. Alors, vous nous le dites. Sinon, on cherche, on est calme. Voilà, donc, des règles comme ça, avec des tempéraments différents. Mon associé Rémi, Eric est parti très vite, mais Rémi et moi, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. On a des différences, des grandes différences, mais des grosses ressemblances, c'est-à-dire... il y a un mot qu'on adore, c'est qualité. C'est simple, c'est un truc. Comment on fait un travail de qualité? Ouais, donc, ça donne un cap. Voilà, évident. Du coup, tout ça accumulé, ça a permis de grandir. Qui gère le management? Enfin, 1200 personnes, c'est énorme. Comment entre vous deux? C'est pas énorme parce que c'est une ETI, donc c'est pas gros. Mais c'est énorme dans les agences de com. C'est la taille des très grandes agences américaines. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Il y a un directoire, donc il y a déjà beaucoup de partage, parce qu'on est 6, 8 dans le directoire, donc il y a beaucoup de partage. Après, j'ai structuré de façon à créer des grandes boîtes, parce que ça me permettait d'avoir plus de patrons. Et moi, je pense que plus vous engagez des gens qui sont libres, qui ont le sentiment que c'est leur truc, etc., mieux ça avance. Donc, j'ai créé des disciplines, hein, le design, le luxe, le digital, enfin, ou le CRM. Et tout ça, comme on croyait profondément à l'approfondissement, moi, je ne pense pas que tout le monde peut tout faire, quoi. Un pôle consulting très fort, analyse des consommateurs très fort. Donc on a créé des zones, des lieux. Après, c'est harmonisé par ce directoire. Mais après, BETC, c'est une culture. Par exemple, quand quelqu'un se met à faire un truc bizarre chez BETC, personne ne l'arrête. La règle, on hésite. De temps en temps, il faudrait nous arrêter nous-mêmes, quoi, parce qu'il faut se calmer. Mais on se dit quand même s'il peut sortir une idée là-dedans. Et donc, il y a des gens qui ont eu des projets, qui ont fait avancer des projets. Certains ont échoué, certains... C'est assez... Après, c'est fatigant, hein, BETC. C'est quand même fatigant parce que... Je vois bien le genre de personnes... Moi, j'avais autour de moi des amis qui rêvaient de rentrer à BETC et qui avaient en tête, qui me transmettaient un peu l'image de la boîte comme étant quelque chose d'hyper exigeant, quand même, oui. Mais aussi très sympa, très joyeux. C'est sympa.
Mais c'est fatigant. Je sais, parce que j'analyse la qualité de vie, tout ça. Je sais que, d'abord, aujourd'hui, le métier est très dur. Oui. C'est-à-dire, ça manque de respect du côté des clients. Tu veux dire qu'ils payent moins bien ou ils ne payent pas assez. Globalement, dans tout le métier, en dehors de BETC, ils ne payent pas assez. Mais ça, c'est de plus en plus? Ouais. C'est une tendance? Ouais. Et pourquoi? Parce que ce métier s'est laissé marcher dessus, quoi. Donc, et que les gens ne comprennent pas très bien que quand je fais visiter, d'abord ils n'y comprennent pas grand-chose, quand je fais visiter l'agence et que je montre les différents niveaux qu'il faut pour arriver à une campagne, oh c'est facile, ah c'est facile, ben non c'est pas facile, et d'ailleurs tu fais que des merdes, donc non c'est pas facile, le talent c'est pas facile, comprendre ce qui fait bouger les gens c'est pas facile, et tout le monde croit... qu'il a un point de vue, on arrive avec sa campagne, on le montre à sa femme. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Voilà, donc... Et en plus, le métier est devenu, là où avant on avait de la réflexion stratégique et un média, on a beaucoup de médias. Le digital se traite différemment de la télévision. Donc on a beaucoup plus encore de travail. Et en étant un tout petit peu moins payé. Donc ça crée une pression. Et si vous avez une vision haute du métier, ils appellent ça un peu d'arrogance, hein, les gens. C'est-à-dire, non, je n'ai pas envie de faire ça, ça va se regarder, ça ne marche pas. Enfin, moi, je suis très ouverte quand c'est intelligent, ce qu'on me dit, mais quand c'est con, c'est con. Hein. Et donc, et le niveau de nos propres clients a baissé lui aussi. C'est-à-dire qu'on croit que c'est facile, le marketing. C'est hyper dur. Et les gens sont dans des structures où ils ont un peu peur. On travaille parfois à bas niveau. Et parfois, c'est plus simple pour moi de joindre le patron que de joindre le chef de produit ou le chef de groupe. Là, donc, c'est une pression qui vous arrive. C'est pour ça, d'ailleurs, quand je recrute, je peux, dans les premiers 2 mois, les gens peuvent s'en aller parce que la pression, il faut aimer ça, forte. La pression est trop forte. Donc, ça, je ne trouve pas ça très intéressant. Moi, la pression pour la pression, j'aime pas ça. Hein, je trouve ça débile. Je trouve qu'on doit apprendre, mais moi, je suis à la tête de la filière. C'est comme ça que je veux faire évoluer le métier. On doit apprendre à respecter... enfin, quand vous parlez à un maçon, quand vous avez choisi votre maçon, vous l'avez choisi, vous n'êtes pas là à lui dire ah ben ça va pas être et tout. Vous allez voir respectueusement comment il monte son mur, quoi. Puis si vous avez un commentaire, vous essayez de le faire intelligemment, quoi, pour pas qu'il s'énerve, quoi. Hein. Bah, c'est un peu pareil dans nos métiers, sauf qu'il y a un enjeu. Et plus les gens en face, d'ailleurs, sont brillants, et plus on est brillant, parce que c'est une chaîne. Donc si ils vous laissent votre espace. Et s'ils apportent vraiment quelque chose. Parce que parfois, ils peuvent apporter des choses absolument formidables. Moi, parfois, je suis gênée par le manque d'analyse des business. Le dernier projet sur lequel tu as travaillé, dont tu aimerais parler, que tu as adoré? Oh, j'aime presque tous les projets sur lesquels je suis, parce que soit... je ne sais pas, j'ai fait une compétition que j'ai perdue, mais j'ai adoré travailler sur l'assurance, parce que l'assurance, c'est un truc important pour permettre aux gens de bouger. En fait, on ne bouge pas si on n'est pas assuré. Hein, c'est fait pour permettre d'activer. Je pense que je leur ai raconté plein de choses. Je pense que j'ai dû pas être très douée parce qu'ils n'ont rien compris. Mais j'ai adoré. Moi, j'aime mes réussites, j'aime mes échecs, j'aime travailler. Après, ce matin, on était chez Pinault, hôpital Laennec. On réfléchissait sur... on a fait une étude, on fait des études qu'on appelle prosumer, c'est-à-dire des études vraiment de compréhension de la prospective. Et c'était sur la confiance. Quand vous présentez à François-Henri Pinault, c'est super agréable parce que d'abord, l'Laennec, c'est une espèce de temple du bon goût, c'est tout sauf criard. Il n'y a pas d'argent partout, quoi. Et ce type est super ouvert et il se pose des questions. Donc, parler confiance et se dire qu'est-ce que ça veut dire pour les marques, ces problèmes de confiance. Parce qu'en fait, globalement, on voit des zones de confiance dans le monde. La France étant le pays de la plus grande méfiance.
Donc, mais ça veut dire que personne ne fait confiance à personne. Et la confiance, mais c'est dingue, les chiffres sont dingues. La confiance, c'est ce qui permet d'avancer. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avancez pas. Mais si vous ne faites confiance à personne, c'est terrifiant. Alors, moi, a priori, je fais confiance. Alors, a priori, mes équipes, j'ai confiance. Parce que si... Après, ça ne veut pas dire donner les clés de tout. Mais ça veut dire qu'on croit que... et d'ailleurs, la croissance est liée à la confiance, évidemment. Vous angoissez de tout, etc. Ça ne bouge plus. Oh, c'est fou ce que tu dis. Moi, j'étais chez LinkedIn qui me racontait que les Français sont le seul pays, et ça se voit dans la data, qui parlent plus, qui préfèrent parler entre eux professionnellement, et où on ne voit pas en fait les gens sortir de France. Ils ne parlent pas avec des pays étrangers, quoi. Je vais vous donner un truc horrible. Les Français, quand on leur demande s'ils préfèrent gagner 8 000 € et leurs voisins gagnent 10 000, ou gagner 7 000 et leurs voisins gagnent 5 000, ils préfèrent gagner 7 000. C'est quand même con. Ils préfèrent perdre de l'argent. Donc on a un problème quand même avec la mentalité aujourd'hui sur beaucoup de sujets. Je pense qu'on en est responsable. Je pense qu'il y a 2 zones de responsabilité très fortes. L'éducation française, qui s'est gâtée. Comment on donne confiance? Comment déjà, toi, tu dirais que tu prends confiance? Comment tu as pris confiance en toi? Non, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir confiance. Tu vois, mais je pense que la bienveillance, si vous avez de la réussite facile, en tout cas, ça vous donne de la confiance. Moi, j'étais très bonne à l'école, ça me donnait confiance. Mais la bienveillance, ça donne confiance. C'est-à-dire la positivité, la bienveillance. Vous ne pouvez pas dire... Moi, je suis très choquée. Moi, j'ai eu 5 garçons. Et à l'école, mais parfois, les profs me disaient des trucs. Je me disais, mais lui, je vais le cogner. Non, il me parlait de mon enfant comme si c'était un handicapé mental. Je disais, mais... Attendez, c'est pas grave, je sais pas. Il y en a une qui me convoquait tous les samedis pour me dire qu'il n'allait pas. Je disais, je vais l'abandonner. En sortant, je l'abandonne, comme ça je suis peinarde. C'est pas possible. Et puis c'est pas vrai. Je n'y crois pas. C'est-à-dire que je pense que le point de vue bienveillant, on n'est pas fait tous pour la même chose, mais on va pas... Donc, il y a une bienveillance. Il y a un esprit de compétitivité inutile à l'école, inutile. C'est-à-dire que c'est quoi cette violence et tout? C'est ça qui fait qu'après, on ne peut pas supporter que l'autre, il a un peu plus ou truc, on se compare, etc. Et je pense que l'école, c'est compliqué. Hein. Moi, je pense que Blanquer, c'est difficile hein, d'être Blanquer. Oh là là. Mais c'est compliqué parce que c'est à revoir profondément. Parce qu'en plus, ça amène à des mauvais résultats. Bon. Donc, il faut revoir. Et puis, il y a les médias. On n'a pas des médias très positifs. Non. Moi, à l'agence, il y a un parti pris qui vient de moi et de Rémi, c'est qu'on fait beaucoup de mécénat de compétences. En fait, on dit oui à plein de sujets qu'on trouve importants dans la vie. Donc, on trouve important, moi je m'occupe du musée de l'immigration, donc je trouve ça super important. Donc, on a fait toutes les campagnes gratuitement, on a travaillé comme des dingues pour obtenir de l'espace gratuitement, etc. C'est un musée magnifique à Porte Dorée. Au Palais de la Porte Dorée, ce qui est un musée important, parce que c'est le musée de l'histoire de France, puisque l'immigration fait partie profondément de l'histoire de France. Un quart des Français, quand on remonte juste au grand-père, est issu de l'immigration. Donc peut-être on raconte leur histoire. On ne les met pas tous dehors parce que sinon il va nous en manquer un quart. Donc ça va être embêtant. Donc il y a plein... C'est intéressant. Moi je suis très concernée par les droits humains. Donc on travaille beaucoup pour Human Rights Watch. Rémi, il est beaucoup du côté de la culture. Donc la Philharmonie, ils n'avaient pas assez de fric. Donc on a fait le lancement de la Philharmonie. On fait comme ça, on accompagne des gens, etc. Je me prends un article dans Télérama sur le mécénat de compétences expliquant que ça nous permettait de gagner de l'argent. Comment vous dire? Ah, je crois que j'ai vu passer. Donc j'appelle le Télérama, je lui dis c'est un problème, le journaliste ne s'est pas renseigné.
On peut, en fait, vous pouvez déduire, mais vous pouvez déduire un peu de ce que vous dépensez, mais vous ne pouvez pas gagner d'argent, c'est impossible. Les règles, elles sont faites par l'État, voilà, oui. Et on ne va pas engueuler les gens qui donnent, quoi. Et là, j'ai eu... Tu as déjà ressenti la haine de la patronne sur toi? Non, j'ai pas ressenti la haine de la patronne, et puis on s'est vu avec le journaliste, c'était ridicule, quoi. Parce que j'ai mis en face de mon financier, et je lui ai dit, si tu peux le persuader que je gagne de l'argent avec le mécénat de compétences, ça m'arrange, parce qu'il m'engueule tout le temps, moi, quand je fais ça, évidemment, je perds de l'argent. Donc lui, il m'engueule. Donc je lui ai dit, si tu pouvais le persuader, et donc c'était drôle, parce que... Voilà. Mais je trouve pas ça drôle que les gens vérifient rien. Je trouve pas ça drôle que quand les Pinault donnent de l'argent pour Notre-Dame de Paris, on hurle comme si c'est leur problème. Ils ont donné de l'argent, c'était pas un problème de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? On s'en fout. On dit merci, puis on passe à autre chose, quoi. Il y a un refus, c'est très très dur, cette vision des médias qui est caricaturale et un peu négative. Et je pense qu'il y a des gens formidables. En plus, moi, j'adore la presse. Mais il faut faire attention à comment on construit un peu de positivité, un peu de confiance dans ce pays qui en manque cruellement. Et quand vous avez des pertes de confiance comme ça fait naître des mouvements extrêmes. Donc il faut faire attention. Il y a un article qu'il faut que vous lisiez, François Héran, qui est un monsieur très brillant du Collège de France, qui est démographe. Et là, il vient d'écrire un article dans Le Monde, il faut aller le retrouver parce qu'il est formidable, sur la peur qu'on a sur les étrangers. C'est à mourir de rire. Quand vous voyez les chiffres, il n'y a pas à avoir peur, hein. Il n'y a aucun problème en France. On n'attire pas. Si on fait les proportions entre la taille du pays et ce qu'on amène, on est classé dans les derniers. Et on fait semblant, même notre président de la République dit des mots comme si ça allait être un problème. Il n'est pas là le problème. Donc il y a un moment, il faut être dans le vrai. Et le vrai construira de la confiance. Sinon, je ne sais pas où on habite, quoi. Dans le vrai, dans la data, dans le chiffre. Chiffre 5 dont 2 jumeaux. Ça, c'est fou. Est-ce que tu peux en parler un peu? Donc, comment on les fait? C'était assez facile. Facile. Non, mais du coup, être mère de 5 enfants... Je ne me suis pas rendu compte. J'aimais bien l'idée qu'ils naissaient. Je trouvais ça génial. C'est le seul truc où on ne fait rien. On le laisse pousser, puis ils naissent, ils sont tous différents. Même mes jumeaux, j'en ai un brun, un blond. C'est extraordinaire. Il y en a qu'un qui a les yeux verts, l'autre a les yeux noirs. Donc, j'étais pris. En fait, je ne vois pas beaucoup les obstacles dans la vie. C'était un peu inconscient, hein. Donc, je me disais, c'est sympa, ils sont formidables quand ils naissent et tout. Donc, voilà, j'en ai fait 5. Maintenant, avec le temps, je trouve que c'est assez dur. Je trouve que c'est assez dur parce que je ne pensais pas... Comme moi, je me vis sans problème... J'étais un peu naïve en pensant quels étaient les problèmes qu'ils pouvaient avoir. Eh bien, ils en ont. Et donc, ça m'occupe. Alors, il y en a où ça va tout droit, et puis il y en a certains où ça ne va pas tout droit. Et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus fragile dans moi. C'est quand, tout d'un coup, un gamin ne va pas bien, etc. Je trouve que... j'ai pas de stress, moi, au boulot, enfin un peu, mais pas trop, quoi. Faut pas exagérer, quoi. Mais attends, la journée de Mercedes Serra ressemble à quoi? À quelle heure? Moi, je bosse quand même tout le temps. Ok. Le week-end aussi? Je bosse tout le temps. Mais je bosse, de toute façon, chacun est comme il est. C'est ta passion. Mais de toute façon, j'aurais toujours bossé tout le temps, quoi. Quel que soit ce que... C'est-à-dire que d'abord, je suis active. Toi, tu ne crois pas au discours d'équilibre, il faut un peu de ci, un peu de ça? Non, je pense que chacun est comme il est. Non, je déteste. Je suis passionnée, donc... mais honnêtement, je suis passionnée par la brocante, je suis passionnée par les meubles, je suis passionnée par le design. Donc parfois, là, par exemple, et puis maintenant, avec le temps, comme les enfants, ça a été lourd, que les parents, c'est lourd, il y a des moments donnés où
hey, un peu de fraîcheur, là, j'ai envie d'aller visiter la France avec mon mec et puis qu'on me fiche un peu la paix, quoi. Voilà. Alors, ton mec, on peut en parler un peu? Oh bah oui, oui, bien sûr. Tu t'estimes comment, en fait, chanceuse d'avoir rencontré un homme qui acceptait déjà? Non. Non? Non. Je pense qu'il a de la chance. Ah, c'est vrai, t'as raison, c'est lui qui a eu de la chance. Non, je pense que j'ai rencontré un homme qui m'arrangeait. C'est-à-dire, je ne pourrais pas vivre avec n'importe qui, quoi. Il fallait... mais il a des défauts, hein. Mais ça m'arrangeait. Comme lui, ça l'arrangeait. Donc, après, c'est assez difficile, hein. Je pense, parce que pour les femmes, moi le mien par exemple, il n'a aucun problème avec le pouvoir des femmes. Ça c'est génial. Donc je pense que ça a tout permis. Après, je trouve qu'il pourrait bosser un peu plus. S'il apprenait à remplir une feuille de sécu, j'adorerais. J'adorerais, parce qu'il est très intelligent. Donc je ne comprends pas pourquoi la feuille de sécu ne se remplit pas. Voilà. Je trouve que les femmes ont une prise en charge de dingue. Et même moi, au début, il y avait une légende, comme il était à la maison, il était censé tout faire, mais c'est une blague, hein. En fait, c'est pas ça qui s'est passé. En revanche, j'ai eu une sécurité par sa positivité de regard. Moi, j'ai vu des femmes à mon niveau me raconter que quand elles avaient reçu la Légion d'honneur, le mec n'était pas là, quoi. Moi, le mien, tous les matins, il me dit « T'as mis ta Légion d'honneur, t'as mis... » Oh là là, je lui dis « Mais attends, j'en ai marre. » Voilà, mais il est quand même très fier de sa femme. Donc, c'est quand même très stabilisant. Et toi, tu l'admirais aussi, même s'il ne travaillait pas? Moi, je trouve qu'il a eu tort. Parce que moi, je n'arrive pas à simplifier la vie comme ça, c'est-à-dire je ne veux pas un monde qui se retourne. Je pense que pour tous les êtres humains, travailler et être indépendant, c'est bien. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. C'est structurant, quoi. Bah oui, quand même, ça l'a fragilisé aussi. Oui, parce que c'est des relations sociales, c'est des échanges, on grandit, on parce apprend. et puis on a ses sous, il a l'impression parfois de m'offrir des cadeaux avec mes sous, c'est toujours très troublant. Moi, j'arrive pas à... Pour moi, la mixité, c'est très important. Et donc, ce que je recommande aux femmes, je le recommande aux hommes. C'est-à-dire, je pense que la vie, elle a tellement de hauts, de bas. La logique d'affection amoureuse, elle est complexe. Donc, il ne faut pas être dépendant, quoi. Ouais. Et tu penses qu'il y en a beaucoup des mecs comme ça qui acceptent le pouvoir des femmes? En fait, je me suis aperçue que toutes les nanas qui étaient à poste équivalent de moi, ils avaient tous des mecs bizarres comme le mien. Quasiment. Parce qu'il fallait... Et c'est pas facile. Au début, moi, je me suis dit, je suis pas sûre que je trouve un mec ou tout ça, parce que je voulais pas me compliquer la vie vous voyez, à être avec des gens qui seraient pas contents parce que je progressais ou je sais pas trop quoi, ou qui me diraient, mais... et ça, je trouve que c'est pas du tout évident. Puis, les femmes comme moi, ça fait un peu peur aussi. Il n'y a pas peur. Il n'y a pas du tout peur. Donc, ça fait un peu peur. Donc, ça, je vois bien quand même qu'on reste encore dans un monde où il y a un conformisme. Donc, c'est pas gagné. Enfin, grâce aux filles d'aujourd'hui, on va y arriver, hein, j'espère bien. J'espère bien. Faut pas accepter... Moi j'avais la chance de ne pas accepter quand on me disait... Quand j'ai commencé à travailler, les gens disaient elle travaille parce qu'elle n'a pas autre chose. Non mais enfin, tu vois, n'importe quoi, quoi. Après, quand j'ai eu mon premier enfant, je l'ai eu toute seule. Ah mais rien. Bon, il est super mon premier enfant, qu'est-ce que vous m'embêtez, voilà. Après, quand j'en ai eu plusieurs, oui mais quand est-ce qu'elle les voit? Jamais, jamais je les vois. Je passe pas mes week-ends avec eux, non. Mais c'est quoi ces commentaires, quoi? De quoi on se mêle? Donc, je trouve qu'il y a quand même un truc très lourd sur les femmes. Et moi, personnellement, les femmes m'emballent. Hein, parce que je vois bien c'est des dingues, hein, les nanas.
elles bossent comme des folles. Tu dis qu'elles travaillent 2 fois plus. Ah oui, elles travaillent beaucoup. Elles travaillent, je le vois à l'agence, hein, elles accumulent au moins 3 heures de plus. Elles ont une responsabilité. Ouais. En fait, le monde s'est bâti avec, je ne sais pas très bien pourquoi, enfin si, j'ai une petite idée quand même, mais les femmes ont un sens des responsabilités énorme. C'est pour ça que Younous prête aux femmes. Il a donné plus de microcrédits, enfin pas plus, 95% des microcrédits sont donnés aux femmes. Au début, moi j'ai rencontré Younous. Il m'a dit au début, je n'avais pas décidé de donner plus aux femmes qu'aux hommes. J'ai donné aux femmes pour 2 raisons. Je récupérais l'argent, ça c'est une bonne nouvelle. 2, elle répandait l'argent autour d'elle, et donc ça rendait des familles heureuses. Et je n'avais pas ça sur les hommes. Et je pense que quand on prend aujourd'hui, par exemple, le problème des couples qui se séparent, on a beaucoup d'hommes qui oublient leurs premiers enfants. Ils font une seconde vie, la première vie est effacée. C'est impossible pour une nana. Donc il y a un truc de responsabilité très forte. Donc moi, je prône l'égalité, donc je prône que les filles bougent, mais je prône aussi que les hommes bougent. Parce que je pense qu'ils ont à apprendre certaines choses des femmes. C'est magnifique, ce niveau de responsabilité. Enfin, moi, je suis très respectueuse à l'égard des femmes. Bon, Mercedes, je crois qu'on a largement pété le compteur. Alors, on va quand même faire tourner un micro dans la salle. Et alors, c'est par là. Ouais, et c'est un micro qui se lance. Donc, vous pouvez le lancer d'une personne à l'autre super facilement. Mais pas trop fort, hein. Soyez tranquille. Tiens, tu commences, il faut parler là. Bonsoir. On m'entend? Ouais. Bonsoir. Alors j'avais une question, je vous trouve très singulière, même dans le paysage de votre métier. Et je me demandais, même si c'est pas encore la fin, quand vous allez partir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra vous remplacer dans votre sillon? Oh ben j'espère. Je sais pas me remplacer parce que chacun est comme il est, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes en avant. Et moi, j'ai essayé d'organiser des choses pour qu'elles aillent en avant. Donc, par exemple, récemment, enfin, je fais partie, par exemple, d'un groupe de femmes qui s'appelle les Sistas. Il y a 2 filles avec qui je travaille, Tatiana et Céline Lazorte, qui ont créé des boîtes, etc. Franchement, elles se défoncent, ces filles, pour faire en sorte que ça bouge. Et alors, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire bouger ? Le fait que lorsque les femmes montent les start-up ou montent leur entreprise, on leur donne peu d'argent. Beaucoup moins d'argent que les hommes. Alors pour 2 raisons. D'abord parce qu'elles en demandent moins, elles sont un peu nouilles les filles, quoi. Elles sont gentilles, quoi. Elles veulent rembourser et tout. Un mec, ça ne se préoccupe pas de tout ça, ça y va, c'est ce qu'on appelle l'ambition. Les filles, elles sont un peu freinées parce qu'elles ont été élevées comme ça. Mais pas que ça. C'est parce qu'elles se trouvent devant un monde d'hommes à qui elles sont censées demander de l'argent. C'est extrêmement... et qui se disent « oh, voilà. » Donc, je pense que le combat qu'elles mènent, et je les vois bien, elles travaillent comme des dingues pour essayer de... Et là, on a fait pression, on a sorti une campagne en montrant que si on était un homme, on aurait beaucoup plus d'argent. Donc on a pris une fille et on l'a transformée en homme et on a mis les chiffres d'argent qu'elle aurait si elle était un homme. Et on a réussi, le BPI a accepté de signer une charte avec 25% maintenant des startups qui seront des startups de femmes. Donc on a bu du champagne. Voilà. Et ces filles-là, elles sont formidables. Donc c'est pas moi, mais c'est d'autres filles qui sont absolument fascinantes. Donc je pense qu'il faut entraîner les filles pour qu'elles prennent la relève, hein, pour qu'il y ait des rôles modèles multiples et tout, quoi. Parce que, non, parfois je suis embêtée d'ailleurs, quand la 20e fois on tombe sur moi, quoi, je me dis, alors ça suffit, quoi. Moi, je me fatigue de moi, quoi. Hein, il y a un moment... je me dis, mais ils doivent la connaître par cœur, mon histoire, quoi. C'est pas possible, quoi. Et donc, non, je pense qu'il faut pousser quand même, parce que sur les médias, par exemple, on a un problème de représentation de femmes dans les médias, pour plein de raisons.
Les femmes, vous les appelez pour qu'elles parlent, elles commencent à dire « mais moi je ne suis pas sûre que je sache complètement ». Ben, ça va quoi. Mais si tu sais, tais-toi. Bien sûr que tu sais. Deuxièmement, on leur dit c'est pour demain matin, parce que de toute façon les médias c'est pour demain matin. Et là, oui mais qui va garder les enfants? On nous l'a déjà dit ça. Eh bien le mec. Le mec, c'est pas grave. Donc il faut pousser un peu, il faut qu'on voit les filles. Voilà. Et il faut qu'on embarque d'ailleurs des hommes dans notre histoire qui vont nous aider à pousser, parce qu'il n'y en a pas. Mais il faut que d'abord les femmes se poussent, quoi. Elles ne sont pas que des victimes, elles peuvent faire plein de choses, elles sont extraordinaires. Il faut raconter cet amour des femmes. Et moi, au début, on me disait « Ah, ça va être compliqué, la cliente est une femme, elle va être jalouse. » Moi, je n'ai jamais eu de jalouse. Je n'ai jamais trouvé ces femmes-là, je ne sais pas où elles sont, moi. Moi, je n'ai pas eu de problème. Je suis arrivée en me disant « Tiens, il y a une sacrée nana en face. » Je ne suis pas jalouse des sacrés nanas en face. C'est un bonheur. Mais par exemple, lorsque on a mis en place le Women Forum, c'était une époque où les femmes à haut pouvoir, hein, elles ne voulaient pas des quotas. Elles disaient « Ah non, 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 moi j'ai ramé. Hein. Il faut que tout le monde rame pour arriver. » C'était ça. Ah oui, oui, moi je ne veux pas être une femme quota. J'aurais dit, mais calmez-vous, quoi. Depuis toujours, il y a 100% de quotas pour les hommes, personne ne s'en est aperçu. Donc c'est pas grave qu'il y ait des femmes quotas, il y a eu des hommes, on les a mis partout, quoi. Les endroits où ils sont partout. Donc qu'est-ce que ça peut faire? Il faut, de toute façon, il faut pousser. Il faut pousser les filles parce qu'on en a pour très longtemps avant l'égalité. Hein. Une autre question, les amis? Allez-y, levez la main. Tac, on voit le... Super. Bonsoir. Je m'appelle Seringa, enchantée. Je voulais savoir, c'est quoi votre secret par rapport à la fatigue? Parce que... Non, alors... en fait, moi, la seule chose... non, moi, j'ai du pot en termes de santé, quoi. J'ai du pot. Et je dois être... parce que j'ai été malade, j'ai eu un cancer et tout. Ça a duré un jour dans ma tête, le cancer. Mais j'ai du pot, on me l'a enlevé et puis j'ai pu penser. Et le médecin m'a dit, t'en as pas tenu compte? Et en fait, je crois que non, je n'en ai pas tenu compte. Je suis allée à mes séances de radio comme une dingue. Je sortais, je rentrais et j'ai oublié. Et voilà. Donc j'ai une capacité, je pense que j'ai une santé de dingue. Après... parfois, je suis fatiguée, mais la seule chose qui me fatigue, c'est quand j'ai un de mes enfants qui ne va pas bien. Donc ça m'empêche de dormir. Donc ça me fatigue. Là, j'ai dit au médecin, vous me donnez quelque chose parce qu'il faut que je dorme quand même. C'est pas une bonne idée de ne pas dormir dans la vie, c'est stupide. Donc voilà. Mais ça, c'est pas un secret. Ça s'appelle un héritage, une constitution. Mon père travaillait beaucoup. Et il n'était jamais fatigué. Et ma mère, elle était frivole, mais agitée tout le temps. Donc elle n'était pas organisée et tout, mais elle avait une énergie de vie. Donc je vois bien, mes frères, c'est différent, ma sœur, c'est différent, mais on a tous quand même une énergie de vie. Et ça, c'est une chance. Et ce n'est pas de l'ordre de l'exemplarité, parce que chacun est comme il est. J'ai un souvenir très précis. Quand j'étais toute jeune, j'ai commencé à travailler, moi je déteste l'urgence. Donc moi je venais m'organiser le samedi matin parce que je voulais maîtriser ma semaine. Moi j'ai des enjeux de maîtrise. J'ai horreur que les trucs me dominent, quoi. Donc il faut que j'ai du temps. Quand un client me dit c'est urgent, je me freine. Donc il ne faut pas me dire ça parce que ça m'angoisse. Je vais approfondir, je vais avoir mon temps, etc. Et donc, j'allais à l'agence le samedi matin, j'étais peinarde, et puis j'ai grandi, donc j'ai eu une assistante, une jeune fille, très bien, et elle venait aussi les samedis matins. Puis après, elle m'avait l'air crevée, je lui dis, mais pourquoi tu viens le samedi matin? Elle me dit, parce que tu es là. Je dis, oui, mais moi, ça me dérange un peu, parce que tu as l'air crevée, je sais pas, fais ce que tu veux, quoi. Moi, je suis bien peinarde toute seule, là, pour une fois que je suis toute seule. Bon, et je trouve que chacun a son rythme et qu'il n'y a pas d'exemplarité. Et voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Parfois, moi, ma belle-fille est venue habiter chez moi. Elle m'a dit, est-ce que tu as repéré,
Ma belle-fille, elle est vachement bien, elle est normale. Et elle me dit, est-ce que tu as repéré que dès le matin, tu cours dans la maison? Il faut être dingue, quoi. Pourquoi je cours? Je ne sais pas, mais je ne marche pas, je cours. Bon, bah voilà. Alors, comme elle est mignonne, elle m'a dit, c'est quand même étonnant. Voilà. Voilà. Bah, chacun est comme il est. Il faut quand même écouter son rythme à soi. Hein, c'est-à-dire se forcer. Voilà. Autre question, les Donc, amis? j'ai pas de secret. Bonjour. Je voulais déjà vous dire que vous êtes franchement inspirante et j'adore votre franc-parler. C'est génial, c'est rafraîchissant. C'est adorable. Moi, j'ai plusieurs questions. La première question, c'est lorsqu'on a la possibilité de fabriquer le consentement, de créer à partir du chaos de l'ordre, quelle est la limite en fait? Lorsque nous sommes en mesure de créer de la persuasion, comment est-ce qu'on arrive à ne pas faire que des intérêts privés puissent vicier le processus? Ma deuxième question, ce serait par rapport à la pluralité des médias. Aujourd'hui, on a la possibilité avec Internet, avec tous les autres médias, de mettre en avant des opinions. Aujourd'hui, l'extrême droite a la même puissance d'opinion grâce aux réseaux sociaux que peut avoir les idées un peu plus normales. Donc, comment est-ce qu'on arrive dans un environnement comme ça à faire en sorte que la population ne soit pas dans un état permanent de peur et arrive quand même on arrive à rappeler aux gens qui sont humains et que nous avons besoin d'être humains dans notre vie. Et troisièmement, vous avez dit un truc par rapport à... Pardon. Vous avez parlé en fait de deux options, c'est-à-dire l'éducation et les médias. D'abord, l'éducation. Comment est-ce que vous, en tant que fondatrice de BETC, vous arrivez à impulser un mouvement où l'État pose vraiment la question de l'éducation et repense en fait? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que les médias ne soient plus conduits par ce capitalisme-là qui les pousse, par exemple, à permettre à un Éric Zemmour de déverser sa haine pendant des minutes à la télévision? Voilà, merci. Oh là là! Oh là là! Ben, j'arrive pas à tout, hein. J'arrive pas à tout, moi. Alors, la première question, elle est liée à mon métier, c'est-à-dire les problématiques de la persuasion. En fait, moi, j'aime bien la publicité parce que c'est clair. Quand je fais de la publicité, je veux vous persuader de quelque chose. Je déteste qu'on se cache. Ce que je n'aime pas, c'est... je ne suis pas tellement une fille... les influenceurs, ça me tape sur les nerfs. Tous ces gens qui... Ce que je trouve bien dans la pub, c'est qu'il y a marqué pub. Donc, je vous préviens que je vais essayer de vous expliquer qu'Evian, c'est bien. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des règles. Hein. Je ne peux pas tout dire. Parce que c'est régulé. Donc, moi, j'aime bien la régulation. Je travaille toujours pour la régulation. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire sur Evian que ça fait ça si ça ne le fait pas. Donc, vous pouvez raconter l'histoire de façon jolie, mais il faut quand même qu'il y ait un lien. Ce soit... Et de toute façon, même si je le pouvais, la tête des gens, elle n'admet pas n'importe quoi. C'est-à-dire, si ça n'a aucun rapport avec le produit et tout, les gens ils disent la pub, elle est sympa, hein, mais ils ne bougent pas. Et nous, notre problème, à un moment, c'est qu'il faut bouger. D'ailleurs, on ne fait pas que de la pub pour des produits. On peut faire... La pub, ça ne veut rien dire. C'est un art de la persuasion qui peut s'appliquer à plein de choses. Ça peut s'appliquer aux violences faites aux femmes. Ça peut s'appliquer à faire aimer une entreprise. Ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Et moi, ce que j'aime dans la com, c'est que ça change le monde. C'est-à-dire, finalement, aujourd'hui, les marques, elles ne peuvent pas parler comme il y a 20 ans. Hein, pourquoi vous croyez qu'ils sont tous sur le mieux consommé et tout? Parce qu'ils ont une pression de la part des gens qui sont très angoissés autour de la consommation. On a une relation compliquée aujourd'hui à la consommation. Faut-il consommer autant, etc. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas délivrer les mêmes messages qu'auparavant, puisque les gens ne sont pas au même endroit. Donc en fait, moi, mon métier, ça consiste quand même... Moi, je sais que si je ne communique pas, ça ne sort pas, ça ne se vend pas. Donc les gens ont besoin d'un imaginaire ou de quelque chose qui les relie à un produit ou pas. Ou... D'ailleurs, pas sur tous les produits. Il y a certains produits qui s'en fichent selon la personnalité de chacun. Il y a des produits où on va être sensible et des produits où on va se dire c'est pas grave, je veux pas de marque, etc. En règle générale, on prend des marques qui vous font du bien parce qu'ils sont pas stupides, les gens. Ils vont pas prendre des marques, voilà.
Donc, de temps en temps, certaines marques racontent des récits qui font du bien. Et voilà, moi, je suis sensible à ça. Et après, je suis sensible à l'intelligence du propos. Je vais vous raconter ma dernière campagne que j'adore. C'est, ça fait des années, moi j'aime bien Danette. Voilà, j'aime bien Danette parce qu'on s'est beaucoup levé pour Danette. Et c'est pas moi qui avais inventé, on se lève tous pour Danette. C'était il y a très longtemps, l'agence de Jean-Marie Dru. Voilà, il y a 30-40 ans que tout le monde se levait pour Danette. Et donc c'est un succès populaire, c'est quelque chose, c'est un dessert populaire, ouvert à tous, etc. Et on n'en pouvait plus, on se lève pour Danette, parce qu'au bout du 30e film où tout le monde se lève, on s'emmerde. Et donc on a une idée qui est stupide, qui est que comme tout le monde se lève pour Danette, ça fait 30 ans que les gens sont debout. Donc on a fait des campagnes sur des gens qui sont toujours debout et qui ne peuvent pas s'asseoir, et qui surveillent leurs enfants pour éviter qu'ils s'assoient. Enfin, s'asseoir, c'est trahir. Bon, c'est rien, c'est drôle, c'est amusant, c'est un succès populaire qu'on tourne, sur lequel les gens, il y a une complicité, et on construit des trucs autour de cette complicité. Donc c'est parti, là... dès que les gens la voient, ça les amuse. Parce que là, on a, c'est comme la vache qui rit, quoi, un espèce d'objet un petit peu populaire. Puis après, on a fait des choses très sérieuses qui sont aussi formidables. On a travaillé sur les violences faites aux femmes. Moi, j'en pouvais plus de montrer des femmes qui avaient des coups, quoi. Je m'en fous, quoi. Ça ne me passionne pas de voir un visage qui reçoit des coups, quoi. Parce que de toute façon, ça ne fait rien bouger, hein. Donc, on s'est dit en stratégie, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les gens ils se rendent compte qu'on peut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut aider des gens qui prennent des coups. Parce que, donc, ou des gens qui sont agressés. Donc, il y a un film, par exemple, où on est dans le métro, et il y a une jeune femme qui est emmerdée par un couillon, et il y a une fille qui repère, elle prend le mec qui est à côté, ils vont s'asseoir en face. Donc, le mec est bloqué. Il descend à la station suivante et la voix off dit dans cette fiction, Janine n'a pas été dérangée par tout ça. Dans la vraie vie, elle a été violée. Donc on comprend qu'il y a des choses à faire. Et puis on était obsédés dans cette même campagne, on était obsédés par le 39-19. On ne savait pas comment mettre dans la tête des gens le numéro. Et mes créatifs ont dit, mais c'est bizarre, le 39-19, ça tombe cette année, c'est le 3 septembre 2019. Donc le 3 septembre 2019, j'ai appelé tous les médias, tout le monde m'a soutenu, et on a balancé 3 septembre 19. Et ça, c'est très important, parce que c'est des numéros clés pour ceux qui se font abîmer, pour ceux qui sont autour, pour qu'on puisse appeler quelqu'un. Bon. Voilà, la communication, c'est super large, quoi. Après, c'est passionnant. Moi, dans mon métier, par exemple, ce que j'ai fait probablement de plus important, c'est dire à Danone, vous allez aller vers la santé. Au début, Franck Gribou m'a dit, mais il n'y a pas de médecin chez Danone. Je dis, bah oui, mais les gens, la bouffe, ça va avoir un rapport très très fort avec la santé. C'était il y a 25 ans. Donc, les gens me disent, mais où t'as vu ça? Mais j'ai écouté les consos, hein. Je l'ai senti parce qu'ils en parlaient déjà. On ne se rend pas compte à quel point ils racontent des choses. Donc après, ce que j'adore dans la compréhension du consommateur, c'est que c'est jamais direct. C'est toujours complexe. Ils ne vous font pas un point en disant « je voulais vous dire, vous allez donc faire une strate santé que 20 ans avant ». Mais vous avez plein d'éléments qui vous font comprendre que si vous prenez cet angle-là, et du coup, vous avez poussé, en fait, il y a un cercle vertueux. C'est-à-dire, une des marques pour lesquelles je travaille et qui est le plus détestée, c'est Total. Pourquoi c'est détesté, Total? Parce que le pétrole, c'est le noir, c'est l'horreur, etc. Donc personne ne sait que c'est les plus gros dans le solaire. Donc ils ont tort de ne pas le dire. Parce que le noir bloque. Et en même temps, avec ces gens, on réfléchit à la transition énergétique. Et ça ne va pas se faire comme ça, avec un coup de miracle. Vous avez bien vu que les gilets jaunes, c'était parce qu'ils avaient un problème de pétrole.
Donc, on ne va pas dire aux Français, c'est fini le pétrole. Donc, moi, j'aime bien discuter avec Pouyanné, qui est le patron de Total, parce que c'est quoi le futur de la vraie transition énergétique? C'est-à-dire, c'est quoi qui va nous mener au monde de demain sans délirer, hein, à Grenoble, en ce moment, il y a un type qui est très écolo, il est génial. Du coup, les pauvres sont dans un état de merde parce que l'écologie, à terme, très violente, elle amène. Il y a quand même les enjeux des inégalités, il y a quand même des enjeux de comment je m'occupe des gens. Il faut trouver un équilibre de tout ça. Ça, c'est des sujets qu'on aborde sans arrêt, c'est passionnant, il faut trouver les angles. Et c'est un cercle vertueux. Moi, je crois que les entreprises... Moi, j'ai une image forte des entreprises. Je trouve qu'être une entreprise, c'est important, c'est de donner du travail. Déjà, même sans profit, même si une entreprise ne fait pas de profit, elle fait travailler les gens. Et les gens, le travail, c'est très structurant. Les gens, ils sont faits pour faire quelque chose. Donc, on peut le faire dans son entreprise personnelle, on peut le faire où on veut, mais il faut faire quelque chose. Les gens qui sont au chômage, ils n'ont pas de vacances. Parce que les vacances, il faut travailler pour avoir des vacances. Ce n'est pas juste un problème de sous, c'est que psychologiquement, il faut travailler pour avoir des vacances. Donc cet enjeu des entreprises, c'est hyper fort. Et puis alors après, vous êtes parti dans un truc que je ne domine absolument pas, c'est-à-dire, comment... C'est terrible en fait. En fait, je crois qu'il faut avoir du leadership. Parce que tous ces bruits médias où il y a des fake news, vous voyez, pour Télérama, moi, quand j'ai appelé la rédactrice en chef, elle m'a dit « Ouais, mais c'est sympa, ça fait du buzz. » Je lui ai dit « Mais Télérama me dit « C'est sympa, ça fait du buzz. » Moi, je lui ai dit « Mais moi, je m'en fous que ça fasse du buzz, je veux la vérité. Je veux que le journaliste dise la vérité. » Donc, je pense qu'il faut se battre pour ça. Pour cette vérité-là. C'est pour ça que je vous dis d'aller lire l'article de François Héran, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas de problème d'immigration en France. Et que c'est scandaleux qu'on laisse les quelques malheureux. Là, il y a des gamins, on vient de faire une étude approfondie sur les gamins qui passent les Alpes, là, pour passer la frontière, qui passent de plus en plus haut. Donc quand ils arrivent, il faut amputer leurs mains parce qu'ils sont partis avec des t-shirts passer les Alpes en haut. C'est des mineurs. Et on ne veut pas les croire. On truque leurs papiers pour les renvoyer. Dans quel monde on vit? Donc, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué parce que tous les discours se valent. Maintenant, de plus en plus, les gens se méfient aussi. Alors, ils se méfient on a de moins en moins confiance quand même dans la parole digitale. Donc, ça va monter. On a intérêt à le faire monter, c'est-à-dire... C'est quoi les sources, c'est quoi la réalité? Et on a besoin d'un journalisme dur, vrai, fort. Un journaliste qui explore, qui dit la vérité. Donc c'est des métiers importants qui sont parfois mal payés. Et on a besoin pour que se distinguent les jugements. Mais oui, il y a une montée du populisme partout aujourd'hui, parce que les gens ont besoin de leadership. Donc le populisme, c'est une façon de créer un leader assez rapidement. Mais il ne faut pas hésiter à toujours se poser la problématique et à apprendre aux gamins la vérité. Alors que sur l'éducation, oui, j'essaie d'influencer un max, mais waouh, j'essaie d'influencer beaucoup de choses. Donc demain, je suis chez Marlène Schiappa, j'essaie d'avoir rendez-vous avec Blanquer pour lui dire ce que je pense. Mais bon, parfois ils me reçoivent, parfois pas. Hein. Parfois ils en ont marre. Hein. Incroyable. Dernière question, les amis. Et après, on se quitte parce que là, on a largement dépassé le tempo. Bonsoir, merci à toutes les deux. Moi, j'avais une question. Vous avez tout à l'heure parlé des... En fait, quand vous avez créé BETC il y a quelques années, c'était entre guillemets la belle époque de la pub. Et aujourd'hui, les conditions se sont vraiment détériorées depuis quelques années. Vous avez d'ailleurs fait une tribune sur le sujet. Aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez à l'époque actuelle, avec le contexte actuel? Et sinon, qu'est-ce que vous feriez Ah ben non, j'en referais. J'adore ça. Non, mais même aujourd'hui, j'adore ça. Ce métier a été une chance pour moi. C'est quand même formidable d'avoir un métier où on n'arrête pas de réfléchir. Quand même, je trouve ça... Moi, ce que je préfère, c'est pas aller chez mon client. Hein.
C'est quand je suis à l'agence avec mes équipes et qu'on cherche, on réfléchit, c'est génial. Et puis quand on cherche une idée, le miracle, quand on voit l'idée surgir, on voit, avant que l'idée ne surgisse, on voit plein d'horreurs. Et en fond, on se dit, oh là 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 là, c'est dur. Et puis tout d'un coup, moi j'aime bien parce que, vous voyez, quand je suis chez mes clients qui disent Yaka, etc., je me dis, mais viens donc à l'agence, Yaka, essaye toi pour voir ce que ça donne, etc. Donc non, moi, et puis la difficulté, moi je pense que le monde est communication, dans le sens où je pense que c'est extraordinaire ce qui passe par la tête des gens. Moi, par exemple, imaginez qu'il y a des femmes qui ne voient pas qu'elles sont enceintes. C'est extraordinaire, c'est un truc, ça prouve à quel point tout est là, quoi. Et ça, je trouve ça... donc, je sais que le monde est communication, ça me passionne d'être là. Ça peut être comme dans tous les métiers. On peut être des mauvais publicitaires ou des bons publicitaires, comme on peut être des bons journalistes ou mauvais journalistes. Moi, j'essaie d'être une bonne publicitaire. Voilà. Et c'est pas facile tous les jours. Parfois, il sort des trucs de l'agence. Je me dis, non mais attends, n'en parlez à personne. Écoutez, n'en parlez à personne. Voilà. Mais il sort pas mal de choses dont on peut être fier. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup.